les élèves qui arrivent en prépa EC sont-ils autonomes ? Une des légendes sur la prépa EC raconte qu'un élève, en arrivant en prépa, serait déjà autonome. Il saurait déjà, ayant effectué des vœux sur Parcoursup, vers quelle carrière, quel métier se diriger dans la vie. Il aurait juste besoin d'apprendre ce qu'est un projet avant de chercher le moyen de le réaliser. Pourtant, c'est précisément après le bac, quand on s'imagine être désormais autonome, qu'on a en réalité le plus besoin d'être accompagné. L'actuel rite de passage, considéré comme le baptême du feu, c'est Parcoursup. Le stress le plus énorme au lycée est généré par Parcoursup, plus par le bac. N'importe quelle contre-performance peut être handicapante pour Parcoursup, d'où l'angoisse qui accompagne les élèves tout au long de leurs études secondaires. On s'imagine donc qu'on a besoin d'être accompagné avant Parcoursup, mais pas après. Tu veux dire que marathonman, c'est le lycéen, d'un marathon l'autre ? D'un accompagnement l'autre. On s'imagine aussi en parallèle que les lycéens qui arrivent en prépa sont très habitués à s'organiser. On croit naïvement qu'ils savent comment s'y prendre pour apprendre, alors que, en réalité, ils n'ont pas pu, dans le secondaire, le faire. Ils n'ont pas non plus acquis des outils tels que les réseaux sociaux, les pads, Wikisource, les classes virtuelles. Et nous, professeurs de prépa EC, nous ne sommes pas dupes de cette autonomie dont on a l'impression qu'ils disposent. Et c'est pourquoi le cœur de notre métier n'est absolument pas le cours magistral pur et simple. En effet, qu'en ferait-il en réalité ? Il nous faut, certes, faire usage de ce cours magistral, mais auparavant leur montrer quoi en faire et à quelles conditions. Par exemple, il ne suffit pas de lire un calcul au tableau pour savoir le faire à son tour soi-même. Il ne suffit pas d'avoir appris la définition d'un mot pour savoir l'utiliser. Il ne suffit pas de lire un cours pour le connaître. C'est pas parce qu'on a lu Du côté de chez Swann qu'on est capable d'écrire comme Proust. Apprendre, ça s'apprend, patiemment. Bien sûr, tous les étudiants ont besoin d'être accompagnés au sortir du bac. Mais la classe préparatoire propose à cet effet le plus parfait des cadres. Accompagner les élèves est notre raison d'être et notre devoir, dans un registre aussi bien disciplinaire que transdisciplinaire. Que peut-on dire de votre cadre d'accompagnement au sens le plus élémentaire ? Nous faisons cours au sein d'un lycée, ce qui matérialise et symbolise en même temps un continuum entre le secondaire et la classe préparatoire. Le format classe est devenu rare au lycée, aussi bien en première qu'en terminale. Le format classe est totalement inexistant en université. Or, c'est ce format-là qui se prête particulièrement à l'accompagnement. 48 élèves par classe, c'est vrai, c'est beaucoup, mais quand on y réfléchit, c'est beaucoup moins que dans un amphi. Et il est possible, dans ce cas-là, de faire du sur-mesure avec une classe encadrée par une équipe dédiée. Élèves, professeurs, CPE, proviseurs ne sont pas des entités séparées, mais une communauté de destin et d'histoire partagée. Comme le dirait Grothendieck, dans le vocabulaire de la mathématique, ceci ne constitue pas une somme, mais une totalité. La structure lycée est vigilante. L'équipe de direction est très encadrante. Elle surveille précisément les absences. Des entrevues sont organisées avec les élèves en cas de situation personnelle problématique ou en cas de situation scolaire tangente après chaque conseil de classe. Le secrétariat du lycée vérifie que les élèves ont bien effectué leur inscription au concours, ce qui n'est pas du tout le cas en université ou dans certaines structures privées où les élèves sont livrés à eux-mêmes. Comment accompagnez-vous les élèves pendant les cours ? Alors, bien sûr, de temps en temps, un professeur est amené à faire un peu de cours magistral pour installer une problématique, exposer en détail des points techniques, mais il ne faut pas en abuser. Notre public est moins concentré qu'avant, il s'ennuie plus vite, il dispose aussi de moins de repères culturels que par le passé. Surtout en début d'année, ça s'arrange après. Donc, nous devons trouver de nouvelles façons de transmettre, plus illustrées. En variant régulièrement les supports, en projetant des tableaux, en faisant écouter des airs d'opéra. Nos cours sont plastiques, nos cours sont adaptatifs. Notre métier nous amène à cette vigilance de tous les instants. Notre attention nous permet de faire la différence entre un silence qui est un silence de compréhension et un silence de perplexité. Le plus parfait des silences a ses ambivalences. Donc, nous veillons à faire participer les élèves constamment.
à les inviter à poser des questions, à reformuler nos propos, à se répondre entre eux. Il peut s'agir de demander des éclaircissements, de faire des rappels de contexte, de domaines de définition, expliquer les choses avec leurs propres mots. Même s'ils ne sont pas très précis, c'est pas grave, on améliorera au fur et à mesure. Le principe clé de l'accompagnement, c'est appropriez-vous ce que nous vous donnons. Et nous vous donnons beaucoup. À la fin du cours, ils peuvent venir poser des questions au professeur. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, on prend pas son ticket dans une file comme à la boucherie. C'est à la bonne franquette. Nous invitons la classe constamment à prendre la main. Par exemple, en culture générale, au début de chaque cours, je propose à un trinôme de prendre en charge un exposé. En première année, sur des sujets décalés. Par exemple, mineur, majeur, offrir des fleurs, le casanier et le voyageur. En seconde année, c'est sur le thème, sur l'image. Alors ça peut donner des exposés sur le visage, sur le cadre, sur le film, sur la série. Et là, chaque trinôme a pour consigne de travailler sur l'énoncé, d'analyser le sujet, de relever par exemple s'il y a dans le sujet des contradictions, des paradoxes. Et une fois l'exposé à 3 voix effectué, la classe est invitée à poser des questions, à faire des objections, éventuellement certaines déductions. Il s'agit de mettre la classe en posture de jury. Et parallèlement, en maths, on peut faire des interrogations orales de cours. Moi, j'en fais quasiment tous les jours. On envoie des élèves au tableau et ils récitent leur cours sur n'importe quel chapitre. Ça permet de passer plein de choses en revue et de réviser sans cesse le programme. Le reste de la classe devient jury. Peu à peu, l'exigence monte. Au début, les élèves se disent que ce qui est écrit au tableau ressemble quand même beaucoup à ce que je leur demande. Mais peu à peu, tout le monde devient plus rigoureux. Les élèves miment mon exigence et mon exigence devient la leur. Alors, au début, avec les autres, ceux qui sont au tableau, puis avec eux-mêmes, puisque regarder les autres, en fait, c'est presque se regarder soi-même dans un miroir. Exactement, ça aurait dû faire Narcisse, une prépa EC. Quel accompagnement est proposé en dehors des cours ? En culture générale, les DS accompagnent la classe à mesure que les forces croissent. D'abord, on commence par des questions élémentaires qui gagnent en complexité. En maths, en deuxième année, à partir d'un certain moment, on fait des sujets d'anal, avec parfois un choix entre 2 sujets, type HEC, type EDEC. Les DM sont facultatifs. Ils permettent aussi bien de s'exercer que de se rassurer. Les plus à l'aise peuvent se confronter à des DM qui sont plus pointus. Et en colle, de plus en plus de collègues rendent la notation optionnelle. Un élève peut choisir d'être noté ou non. Donc un élève qui veut être challengé va demander à être noté pour se forcer à se dépasser. Par contre, un élève qui est plus fragile, qui a surtout envie donc de se rassurer, gommer des lacunes, là, on va y aller plus chill. Tu veux dire plus cool ? La fraîcheur d'une pastille de menthe. Pour préparer aux entretiens de motivation et de personnalité, notre lycée organise 2 sessions chaque année. Les élèves que nous avons accompagnés reviennent pour accompagner nos élèves actuels et ils sont donc à leur tour jury, apportant par là leur expérience récente des concours et aussi leur cursus tout neuf en école de management. Alors bien sûr, 2 entraînements par an, alors que cette épreuve se rencontre dans les oraux de quasiment toutes les écoles de management, ce n'est pas suffisant. Donc nous en organisons aussi en mode bipartite et transdisciplinaire, c'est-à-dire que 2 collègues, quelle que soit leur matière, De toutes les matières, c'est la maths que je préfère. peuvent être amenés à se faire jury. Ne soyez pas étonnés que dans ces jurys puissent travailler ensemble un professeur de mathématiques et un professeur de philosophie, ou un professeur d'espagnol et un professeur de géopolitique. Les entretiens de motivation et de personnalité ne sont pas la chasse gardée de la culture générale. Ou de l'économie. L'épreuve concerne toutes les disciplines, et c'est pourquoi des collègues de toutes les matières y participent. Le triptyque est lui aussi une épreuve transdisciplinaire. Quelques entraînements formels sont organisés en fin d'année, en fin de 2e année, mais il faut comprendre que cette épreuve est en fait préparée en permanence Dans chaque matière. par la mise de la classe en posture de jury déjà évoquée. Par exemple, dans les exposés de culture générale, les élèves peuvent demander
Tiens, c'est bizarre, dans l'introduction, d'abord tel terme a été défini de cette façon, et autrement après, ou encore, cette hypothèse qui vient d'être formulée semble invalider la définition initialement admise. Qu'en est-il ? Et pareil en maths, où ils peuvent demander à l'élève qui est au tableau en train de corriger un exercice quel argument a été utilisé pour passer d'une étape à une autre. Pour aller d'un point A à un point B. Quel est l'accompagnement pendant la période des révisions en prépa EC ? En mars, avant que les élèves ne partent en révision, je leur propose à tous une entrevue individuelle de 30 minutes pour faire un bilan transdisciplinaire avec eux. Ils m'apportent leur copie de toutes les épreuves du concours blanc. Exactement comme on va chez Saul Goodman avec ses bilans pour des soucis d'une certaine ampleur. Et on réfléchit à une stratégie de travail complètement personnalisée, la plus pertinente possible pour la période des révisions. Pour ma part, j'effectue un envoi de documents de tous ordres, des articles, des références musicales, des liens vers des textes fondamentaux, et toujours avec un mode d'emploi. Mais ce qui rassure par-dessus tous les élèves, ce sont les plannings. Les professeurs ne doivent pas hésiter à leur en proposer, détaillés demi-journée par demi-journée, pour la période de 3 semaines avant les écrits ou pour la totalité de la période de la préparation aux oraux jusqu'au résultat d'admissibilité. Et bien sûr, on peut même le faire de façon différenciée, en tenant compte des besoins de chacun. Pour ma part, je leur propose 3 formules. Sécurisée, équilibrée, offensive. Exactement comme Saul. Y a-t-il une formule globale de votre accompagnement ? L'accompagnement doit être simultanément exigeant et bienveillant. La bienveillance seule peut faire manquer aux élèves la précision et la rigueur des attentes du concours et favoriser l'endormissement. Pas de demi-mesure. L'exigence seule peut décourager et générer une perte de confiance en soi. Les deux sont donc requises. Pleine mesure. Il importe de rester prudent dans la démarche d'accompagnement. Accompagner, être avec eux. Mais c'est à eux de faire. Aider, oui. Materner, non. Pas d'ourson rose. L'accompagnement n'est donc pas sans limite. Les élèves sont les acteurs de leur prépa. Nous sommes là pour leur donner des armes, à eux de les utiliser s'ils le veulent. Si l'on est ambitieux à leur place, ils se reposent sur nous et se replient dans une posture passive. Nous ne pouvons les accompagner que s'ils ont envie de l'être. Nous ne pouvons pas les forcer. L'accompagnement n'est pas imposé, il est proposé. Nous devons les laisser libres et ne jamais oublier que même en les encadrant, en les accompagnant, notre rôle premier est de leur donner les clés de leur autonomie. Et au-delà de la prépa ? Ne jamais les abandonner. Jamais. Toujours les accompagner. La transdisciplinarité du cursus se prolonge au-delà, en grande école et aussi pour d'autres voies. Par exemple, pour une candidature à Sciences Po, on peut demander à un professeur de mathématiques de faire une lettre de recommandation. Pour entrer à l'ANSAE, on peut même demander à un professeur de culture générale d'intervenir. Et les retours sont gratifiants. Des liens intergénérationnels se tissent avec nos anciens élèves, qui parfois deviennent colleurs et qui reviennent en début de prépa pour donner des conseils au bisu ou pour donner au carré des conseils en fin de prépa au moment des résultats d'admissibilité. C'est une joie pour nous d'entretenir des liens avec nos classes successives. Au moment, par exemple, des 2 sessions annuelles de préparation aux entretiens de motivation et de personnalité, nos anciens nous écrivent régulièrement des mails pour nous demander de nos nouvelles. Et nous leur en donnons. À chaque instant, nous sommes des aiguilleurs du ciel, des catalyseurs. Nous évitons la léthargie tout autant que les crashs. En prépa EC, on vous accompagne, vous y gagnez et on y gagne. L'extra-académique, c'est extra. Posez des questions, ça s'apprend. L'accompagnement, c'est pertinent. J'accompagne, ça vous gagne. Respectez notre stratégie. Nous vous aidons autant que faire se peut. Mais nous n'aurons pas toujours le pouvoir de vous protéger. Donne de la paella marina à un élève et il mangera un jour. Apprends-lui à couper de l'ail très fin. Il en mangera toute sa vie. Nous veillons sur eux, nous les rassurons. Nous les éveillons, nous les secouons. Oui. Non, coupez là. Etc.